Merci à tous d'être avec nous cet après-midi pour la plénière Femmes et Climat que nous animerons avec David Dornbusch. Mais la parole sera surtout à nos intervenantes qui ont notamment pour Madame Diallo Dramé et Madame Hassan Boukeli accepté de venir de loin pour nous parler de la problématique de femmes et climat et des spécificités. Alors, mon rôle consiste à introduire nos intervenantes et puis David prendra le relais ensuite pour la présentation de cette plénière. Donc, nous accueillons 3 intervenantes à cette tribune. Madame Mariam Diallo Dramé, vous êtes présidente de l'association Femmes, Leadership et Développement Durable, une association qui a pour objectif de promouvoir le développement durable en sensibilisant à la protection de l'environnement et au bouleversement climatique. Vous êtes très engagée, vous avez, depuis longtemps d'ailleurs, vous avez été membre du Parlement des enfants du Mali et en janvier 2015, vous avez été honorée de la médaille du mérite de la jeunesse. Et puis nous accueillons également Madame Claire Assambo-Kieli, qui est médecin de profession, donc qui connaît également les conséquences du réchauffement climatique sur les populations, qui est sénatrice du Congo-Brazzaville, et qui est membre de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et environnement, des questions très liées. Vous êtes engagé sur les questions de la protection de l'environnement et vous êtes parmi nous depuis 3 jours pour nous faire partager votre expérience et votre regard en tant que femme politique. Et puis un regard que nous avons voulu aussi européen et français, avec l'intervention de Delphine Lévy-Alvarez qui représente Zero Waste, une association qui était anciennement le CNID pour les gens les plus connaisseurs des questions environnementales, qui est devenue Zero Waste France en 2014 et qui compte aujourd'hui 2500 citoyens et 300 organisations élues et élus membres qui participent à vos campagnes et à vos plaidoyers. David, la parole est à toi, parce que nous avons voulu faire un duo femmes et climat, ou hommes et femmes, il fallait bien introduire un peu de parité dans cette plénière, donc pour une fois, l'homme sera la parité. Voilà. Merci beaucoup Maude. Donc Maude, qui ne s'était pas présentée, qui est déléguée générale des Écomères. Voilà. Peut-être qu'il nous dira aussi quelques mots tout à l'heure, parce qu'elle est aussi une femme, sur l'action des maires en France dans le domaine du changement climatique. Moi-même, David Dornbusch, donc je travaille depuis 7 ans dans le secteur environnement et spécifiquement des clean tech, des startups des clean tech. Alors, je vais commencer par une remarque un peu incisive. J'ai dû organiser à peu près 200 événements en 7 ans dans le monde entier. J'ai dû avoir à peu près 600 ou 700 startups qui sont intervenues devant nous, donc dans tous les domaines, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, des déchets. S'il y a là-dessus 10% de femmes créatrices de start-up qui sont intervenues, c'est grand maximum. Donc je vais m'interroger d'abord pourquoi on voit si peu de femmes qui créent des start-up dans le domaine de l'environnement et des clean tech. Alors bon, on sait que peut-être c'est parce qu'il y a moins de femmes entrepreneuses qu'il y a d'hommes entrepreneurs, pour plein de raisons, c'est pas à prendre comme un reproche, c'est un constat. Est-ce qu'il y a un moindre intérêt ? C'est un premier constat que je ferai. Parce que le deuxième constat que je vais faire, c'est qu'en gros, dans les émissions de CO2, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes sur Terre. Donc les femmes sont responsables d'à peu près la moitié des émissions de CO2, sauf erreur de ma part. Donc je pense qu'il faudrait qu'elles contribuent aussi à un effort égal à la moitié de l'effort qui est demandé, donc des quelques centaines de milliards de tonnes de CO2 qu'on ne doit pas émettre pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Donc je vous propose que vous nous expliquiez un petit peu comment vous voyez le réchauffement climatique concrètement et qu'est-ce qu'aujourd'hui les femmes peuvent faire pour contribuer activement à réduire ce réchauffement climatique. Ça peut passer aussi par les questions de ressources, je vous vois inquiète, mais on peut aussi parler des questions de ressources. Voilà. Donc peut-être Madame la sénatrice, si vous voulez commencer en nous exposant ce que vous faites au Congo. Merci. Monsieur... Si vous... Merci, monsieur le modérateur. Merci, messieurs, dames. Et la délégation congolaise tient à remercier les organisateurs de cette grande assise et aussi, surtout, les Écomères pour nous avoir invités à participer donc, à cette assise.
il nous a été demandé donc de présenter la communication sur femmes et climat, le cas du Congo. Et nous avons abordé cette thématique sur le libellé de femmes et climat, l'impact donc du changement de climat sur la femme congolaise. Et en diapo suivant. Je vais les faire passer. Je peux. C'est bon? Le plan que nous aborderons sera donc celui qui est affiché devant vous. Et dans cette thématique, femmes et climat, pardon, s'il vous plaît. Je vais. C'est les messieurs au fond. Oui. C'est moi. Il suffit de regarder là. Il s'agit pour nous donc de vous présenter l'impact du changement de climat sur la femme congolaise, la réponse nationale ainsi que les réalisations de la femme dans la lutte contre le changement climatique. Comme vous le savez, le Congo représente, avec les pays limitrophes, le deuxième massif du monde au point de vue forestier après l'Amazonie. Et c'est aussi le deuxième poumon écologique donc du monde. Mais malgré cette situation, le Congo subit donc les effets du changement climatique. Et la femme congolaise, notamment celle vivant dans les zones rurales, est donc la plus vulnérable. Suivante, diapo suivante. Le Congo, pour un rappel, nous voulons dire que le Congo donc, est situé au centre de l'Afrique et il est limité au nord par le Cameroun et la République centrafricaine, à l'ouest par le Gabon, au sud par l'Angola et à l'est par la République démocratique du Congo. Diapo suivante. La couverture forestière est d'environ 65% du territoire. Les forêts marécageuses sont situées au nord et les forêts denses humides au sud, sur une superficie de 342 000 km². Il existe une façade maritime longue de 169 km ouverte sur l'océan Atlantique. La situation socio-économique, on peut dire que le secteur pétrolier contribue à 70% au PIB. Le taux d'achèvement au primaire est de 77% et contre 80% en 2011. Diapo. Concernant la situation de la femme, au point de vue population, et donc les femmes sont les plus nombreuses malgré tout. Elles représentent 52% de la population en général et 46% de la population active et 60% environ dans la zone rurale, dans les zones rurales. Diapo. Pourquoi disons-nous que le Congo est donc vulnérable au changement climatique malgré son massif forestier? Ces derniers temps, ces dernières années, nous avons eu à constater donc des vents violents avec des chutes de pluie torrentielles qui participent donc à la destruction des infrastructures, à l'érosion des sols et ceci et à l'ensablement des cours d'eau. La photo que voici illustre donc le niveau de sécheresse du fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve du monde après l'Amazonie.
et l'ensablement qui atteint donc les rives. Ce que vous voyez, c'est là où accostaient les bateaux qui ne peuvent plus accoster. Et plus à droite, vous avez donc le niveau d'ensablement qui nécessite plus ou moins des activités de dragage du sable. Diapo. Et nous disions, donc, on avait dit qu'il y avait 77% de l'activité pétrolière. Et vous voyez donc au large de l'océan l'émission des gaz suite donc aux activités pétrolières. Diapo. Pourquoi la femme congolaise est la plus vulnérable? Elle est la plus vulnérable au point de vue déjà de sa population, la plus importante, et aussi par rapport à ses activités surtout liées à l'agriculture. Donc, du fait de changement de climat, du fait des érosions, cette agriculture peut être donc prohibée. Diapo. Et nous assisterons donc si vous voulez, à la pénurie des semences, et aussi à la pauvreté du fait que l'activité agricole n'est plus bien organisée. Diapo. Que fait donc le Congo de manière générale par rapport à ce changement climatique? Au niveau, sur le plan national, il y a donc une adoption. Le Congo a adopté en 2007 à Libreville, au cours de la réunion des chefs d'État de la CEAC, à la politique générale en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Diapo. Le Congo aussi a adopté par sa législation des lois cadres sur l'environnement depuis 1981. Il y a aussi l'adoption par le Parlement congolais des lois ratifiant la Convention cadre des Nations Unies contre le changement climatique. Toujours sur le plan international, il y a des prises de décrets qui met en place donc cette politique nationale. Diapo. Sur le plan d'adaptation ou d'atténuation climatique, le Congo a adopté une politique d'augmentation des zones de préservation terrestre et adéquate, ceci depuis 1990. Et aussi des efforts ont été organisés en matière de préservation de l'environnement qui passent de 9,96 en 1990 à 11% en 2008. Le Congo participe aussi à la réduction de la déforestation et à la dégradation du sol, qui a été lancé depuis 2011 selon les programmes nationaux d'afforestation et de reboisement par le projet PRONAR. Face toujours au changement climatique, le Congo a pris la résolution de l'adoption le positionnement du Congo au niveau sous-régional dans la mise en œuvre des programmes de l'économie de la population. Et ceci va aboutir donc à la mise en place d'un observatoire de veille
des risques sanitaires et environnementaux comme outil de la promotion de ce programme qui sera donc mis en place à Pointe-Noire, la ville économique du Congo, et là où il y a justement la zone pétrolière, où il y a des puits de pétrole. Diapo. Quelles sont les réalisations de la femme? Que fait la femme dans tout ceci? La femme participe au planting d'arbres. Il y a aussi la conception des foyers améliorés. Dans le temps, c'était dans le but économique, sans penser qu'il pouvait y avoir un gros problème des émissions des gaz à effet de serre. Donc, pour essayer de dépenser moins au point de vue achat de charbon et de bois, les femmes se sont organisées pour créer donc des foyers améliorés qui utilisent qui utilisent peu de charbon, lié au fait que ces foyers contiennent de l'argile et cette argile maintient donc la chaleur pendant le chauffement du charbon. Il y a aussi les projets d'agroforesterie sur le moringa, et cette plante spéciale qui joue le rôle de fertilisation des sols et aussi le rôle médical. On a essayé de mettre en évidence la valeur médicinale de cette plante. Toujours dans l'atténuation, les femmes participent donc au plaidoyer de la mise en place de cet observatoire dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et toujours dans les réalisations de la femme, il y a la promotion du programme de développement des forêts privées et des forêts communautaires à base des essences à croissance rapide, telles que l'acacia, le pin et le moringa, les eucalyptus. Diapo. Toujours dans les réalisations, il y a donc la mise en œuvre du projet de fabrication des foyers que je venais de vous dire. Et la photo actuelle, il y a eu peut-être oui, c'est celle-là, oui. Donc ici, le groupement des femmes et énergie, qui a comme activité principale donc la fabrication de ces foyers améliorés. Diapo. Et ici, c'est donc un autre groupe de femmes pour le planting d'arbres. Il faut dire que le planting d'arbres, c'est une activité, si vous voulez, nationale au niveau du Congo, et les femmes y participent de façon massive à cette activité, et elles ont donc compris la nécessité aussi bien de pouvoir de cette lutte contre le changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Diapo. Quels sont donc nos partenaires? Le gouvernement, il y a une participation donc de gouvernement avec les sociétés privées congolaises, par exemple la société congolaise industrielle de bois, la CIB, pour le captage et la vente de carbone avec la participation des femmes, des organisations féminines.
quelles sont nos contraintes? Les contraintes de la femme congolaise, comme la question posée tout à l'heure, je ne sais pas si elle trouvera ici sa réponse, c'est la faiblesse de sensibilisation et la formation des femmes à l'éducation de l'environnement. Et donc, comme vous le savez, les femmes ont été, depuis belle lurette, plus ou moins mises à l'écart, et ce n'est pas étonnant que même dans l'environnement, pourtant elles occupent la place la plus importante au niveau d'écosystèmes, elles sont toujours reléguées au second plan. Et il y a aussi donc la faible représentation des femmes, comme je venais de le dire, dans les structures de prise de décision. Et pendant que les décisions ou bien les discussions se font, ces femmes sont mises de côté et donc ne comprennent pas cette politique donc de l'environnement, de changement de climat qu'on peut entendre soit à la radio et sans qu'il y ait des activités bien conçues. Nous pouvons aussi penser aussi à la faible accès des femmes surtout à l'électricité et à d'autres formes d'énergie, par exemple l'énergie propre. La femme congolaise, surtout celle vivant en zone rurale, n'est pas encore est bien étayée sur cette problématique de l'énergie propre. Diapo. Quelles sont nos perspectives? Au niveau international, nous avons pensé au réseautage des femmes mères du Congo avec l'association Ecomère. Il y a aussi la création de synergies d'action entre Ecomère et les autres partenaires et l'organisation des femmes du Congo à laquelle j'appartiens. Toujours dans les perspectives, nous pensons donc au renforcement sur le plan national des capacités des ONG, celles qui s'occupent du problème du climat et surtout le changement du climat, et aussi à l'appui à la budgétisation sensible au genre. Si il peut y avoir des apports là-dessus, je pense que les femmes pourront s'en préoccuper. Il y a aussi la création des réseaux. Nous avons pensé dans l'avenir à la création d'un réseau femmes et climat et à l'élaboration du plan d'action intégré sur le climat. Diapo. Au niveau toujours national, il y a la vulgarisation donc, des foyers améliorés et surtout donc, la mise en place des énergies propres qui pourront donc servir surtout dans la zone rurale où l'activité pourra être donc menée. Et dans cette zone, dans les zones rurales jusqu'à présent, les femmes ne connaissent que, par exemple, l'énergie pétrolière avec les lampes à pétrole. Et donc, alors qu'il y a une couverture solaire très importante qui peut être mise en évidence et puis développée, vulgarisée. Nous pensons aussi à la vulgarisation et à la mise en application auprès des populations cibles des codes forestiers et aussi des codes fonciers, ce qui permettra donc aux femmes d'avoir accès à des portions de terrain pour pouvoir exercer leur activité d'agroforesterie. En conclusion, nous pouvons dire que la femme congolaise est active, a une activité importante
pour assurer donc le développement de sa communauté et faire face à l'adaptation au changement climatique. Cependant, les besoins, la femme a donc besoin d'être soutenue pour mieux combattre et contribuer donc à l'atténuation et à l'adaptation des effets de changement climatique en République du Congo. Et c'est ensemble que nous vaincrons. Je vous remercie. Merci beaucoup. La femme qui est donc à l'activité depuis le jeune âge jusqu'à ça, c'est le retour des plantations. Et les petites filles ont sur leur tête donc des casseroles avec de l'eau. Ils viennent donc de sources naturelles pour puiser leur eau, ce qui fait qu'il y a aussi le problème de l'eau potable au niveau donc au niveau de la République du Congo, et surtout la femme en compatit. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Madame? Bon, d'accord. Merci beaucoup, je vais rester assise. Donc, je suis Mariam Diallo Dramé, présidente de Femmes Leadership et Développement Durable au Mali. Donc, c'est une organisation qui existe depuis 5 ans, qui a pour objectif de faire émerger une nouvelle génération de leaders. C'est un peu ambitieux. Mais en fait, nous travaillons avec les femmes et les filles de 15 à 35 ans. Pourquoi? Parce qu'au Mali, en Afrique de manière générale, et dans le monde, les femmes, quand même en Afrique, c'est spécifique. En fait, dans la population féminine, la part des jeunes femmes est la plus importante. Mais malheureusement, elle n'est pas visible et elle n'est pas entendue. Donc, c'est pour ça que c'est notre cible. Et nous travaillons en fait sur 5 axes prioritaires, à savoir le leadership, comment renforcer la citoyenneté et la participation à la vie publique. Et ensuite, il y a l'éducation, évidemment, parce que, comme vous le savez, les jeunes filles ne sont pas scolarisées pour l'image que vous venez de voir, parce qu'elles doivent faire les corvées, que ce soit en ville ou en campagne. Et aussi la santé. Nous avons beaucoup de problèmes de mortalité maternelle, toujours. Les femmes qui meurent en donnant la vie, les questions de VIH, SIDA, de MST, et aussi d'avortement qui sont des délits, en fait, au niveau pénal dans notre pays et dans la plupart. Et enfin, le développement durable, le changement climatique. Et ça va m'emmener dans le vif du sujet, les femmes et le climat. Alors, je peux l'aborder sur 2 angles, à savoir, c'est un défi, mais aussi c'est une opportunité. Défi, pourquoi? Parce que déjà, comme vous le voyez, les axes que je viens de vous citer correspondent aux problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés, que ce soit dans mon pays ou dans la sous-région Afrique de l'Ouest et autres. Et donc, les femmes sont pauvres, très faible pouvoir d'achat, pas scolarisées, 70% d'analphabètes, la majorité, c'est des femmes. Les jeunes filles sont déscolarisées pour être mariées à cause de la pauvreté, ou alors à cause du fait d'aller chercher de l'eau pour faire à manger, pour se laver, etc. Et donc, le changement climatique vient aggraver déjà tous les problèmes que nous avons. Et donc, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est de comprendre qu'effectivement, on a des problèmes de santé, on a des problèmes d'éducation, on a des problèmes économiques, mais dans l'urgence, il va falloir faire face, s'adapter à ce changement climatique, adopter les comportements qu'il faut pour ne pas continuer à aggraver la situation. Mais malheureusement, avec la difficulté du quotidien, on a en fait du mal à comprendre que l'urgence, c'est le climat. L'urgence, c'est de changer de comportement. Et ça, que ce soit du côté de la population et du gouvernement, c'est le même problème. On espère qu'à la COP, il va y avoir un sursaut de la part des chefs d'État africains. Et donc, les femmes, elles doivent aller plus loin. Vous prenez le Mali et la plupart des pays sahéliens, on a le désert. On fait déjà 1 240 000 km² de territoire, donc c'est immense, dont les 2 tiers sont le désert, qui n'arrête pas d'avancer. Et évidemment, la déforestation, normal, on n'a pas le choix. Ce n'est pas seulement dans les campagnes, on entend souvent en campagne, mais même en ville,
on a des problèmes d'accès à l'eau potable et des problèmes d'accès à l'énergie. Même en ville, on a des délestages. On peut passer une journée sans électricité, sans eau courante. Et la différence dans les villages, c'est que c'est très chaud, très sec. Et donc, à une certaine période de l'année, les pluies tarissent. Et donc, ça les oblige à aller beaucoup plus loin pour chercher l'eau et pour couper le bois. Malgré les foyers améliorés que la sénatrice vient de citer, ça ne suffira pas parce qu'on continue quand même à utiliser le bois, même si les foyers permettent de réduire de 40% la consommation d'énergie. Donc, il va falloir dans l'urgence développer des solutions plus durables. Et comme défi, évidemment, ça va se ressentir sur l'accroissement des inégalités genre qui existent entre les hommes et les femmes. Parce que les hommes au milieu rural, si ce n'est pas le moment des cultures, sont tranquillement en train de discuter. C'est les femmes qui font les allers-retours. Ils ne leur proposent même pas leur aide, mais ce n'est pas grave. Pour aller chercher le bois et l'eau, pour venir leur faire à manger. Plusieurs fois, imaginez le nombre de tours qu'elles doivent faire. Et le changement climatique leur demande de fournir plus d'efforts. Alors que déjà, en tant qu'organisation qui lutte pour l'émancipation et l'épanouissement économique de la femme, on cherche à leur libérer du temps pour leur permettre, par exemple, de faire des formations ou de faire des activités génératrices de revenus. Le changement climatique fait qu'elles n'ont plus le temps. Elles n'ont plus le temps et que ce soit les écoles, il n'y a pas d'eau. Vous imaginez une école, il n'y a pas d'eau, les moyens de transport et ça a même un impact sur la sécurité. Si vous prenez le Mali, par exemple, au nord de notre pays, on a un conflit, on a le terrorisme, on a tout ce que vous voulez. Tout simplement, c'est lié au changement climatique, au fait qu'il y a l'insécurité alimentaire. On a des zones où il y a des gens, on va dire, qui meurent de faim parce qu'il n'y a pas d'eau pour nourrir le bétail. C'est des nomades, il faut aller très loin, il fait très chaud. Donc, ça a vraiment des conséquences vraiment très graves. Je peux passer toute la journée à faire la liste. Mais en même temps, c'est une opportunité. Une opportunité, pourquoi ? Parce que là, on doit s'adapter et on doit développer des nouvelles énergies. Et en cela aussi, que ce soit le Mali ou les autres pays, nous avons 10 heures d'ensoleillement, nous avons le sable, nous avons tout ce qu'il faut, par exemple, pour développer l'énergie solaire. Et donc, le Mali a été classé comme l'un des pays qui peut être le premier producteur de solaire au monde. Pas étonnant. Mais donc, qu'est-ce que nous attendons ? Et donc, les femmes doivent se préparer à participer à cette transition énergétique aussi. Parce que ce sera pour elles, notre association est en train de réfléchir au niveau rural de comment mettre en place au moins ne serait-ce qu'un forage dans chaque village. C'est pas difficile à faire, ce n'est pas très onéreux. Avec des plaques solaires, on peut favoriser le pompage d'eau pour faire en sorte que les femmes diminuent leur charge de corvée pour aller chercher l'eau déjà. Ça pourrait leur laisser du temps. Ça pourrait permettre de laisser les jeunes filles aller à l'école et ça pourrait favoriser la création de centres de santé. Vous imaginez qu'on ne peut rien faire quand même sans eau. L'électricité, dans ces conditions-là, est même secondaire. Mais déjà, l'eau, il y a des endroits où on a les animaux, tout le monde qui va dans le même, on va dire, marigot pour aller chercher l'eau, pour se laver, pour les bêtes, etc. Et avec tous les problèmes de santé, je ne vous dis même pas. Et l'environnement, alors, je suis toujours pas choquée, mais en même temps, je suis choquée, en même temps, je suis triste, en même temps, je me dis, mais quand est-ce que nous, on va s'y mettre ? Quand je vois ici tous les gestes écologiques que les gens ont complètement intégrés, et en fait, chaque jour, ça va plus vite et on a de nouvelles habitudes et on essaye de faire en sorte d'économiser l'énergie, de s'adapter et tout. Et nous, pendant ce temps-là, quand je dis aux femmes, est-ce que vous savez qu'on devrait trier les ordures ? Et là, elles me disent, alors Mariam, toi, tu es trop blanche dans ta tête, machin, ça sert à rien et tout. Bon, ok. Et au niveau de l'État, imaginez, on n'a même pas de transformation de déchets. Alors, il y a tout qui finit dans le fleuve. Donc, les femmes, elles baissent. Et ça, comme disait, et là, il a raison, on est vraiment les actrices, on va dire, c'est nous qui, on ne produit pas les déchets, mais en fait, c'est elles qui balaient, qui nettoient et qui vont déverser. Et c'est nous aussi qui jetons les déchets plastiques, on n'apprend pas aux enfants, bref. Donc, à l'association, c'est on est vraiment au niveau de prise de conscience, parce que c'est bien d'aller faire une plaque solaire aux femmes, leur expliquer et tout ça, parce qu'elles savent que la nature a changé.
elles savent qu'il y a un changement et malheureusement, elles ont des petites techniques, on va dire traditionnelles d'adaptation, mais ce n'est pas durable. Il nous faut, et ça, l'énergie est une opportunité capitale et les femmes doivent être préparées et elles doivent accompagner cette transition. Et par rapport à l'environnement, elles doivent aussi être celles qui vont véhiculer les gestes écologiques et elles-mêmes être les premières à donner l'exemple. Mais derrière tout ça, il va falloir qu'au niveau de nos États, il y ait des mesures parce que le seul comportement aussi ne suffit pas. Parce que là, ici, vous avez des alternatives, mais ici, on demande aux femmes arrêtez de couper le bois, mais désolé, le gaz, on peut pas. C'est pas tout le monde qui peut l'acheter, même en ville, c'est très cher. Et voilà, et comme je vous l'ai dit, même en ville, l'électricité coûte extrêmement cher. C'est pas tout le monde qui l'a. Et même l'accès à l'eau potable, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a même pas le minimum? Donc, quand on dit aux gens, oui, vraiment, faites des efforts pour changer vos comportements et que derrière, on ne leur offre rien, ce n'est pas viable. Et en même temps, c'est aussi une opportunité, c'est un peu paradoxal. C'est vrai que ça accroît les inégalités genre, mais en même temps, quand j'arrive dans un village pour parler du changement climatique, c'est plus facile. En fait, les hommes, ils nous laissent plus parler à leurs femmes de ce problème-là, et surtout quand on vient avec des foyers améliorés ou quand on vient pour faire des pompages d'eau. Et donc, ça nous laisse l'opportunité de leur parler d'éducation, de leur parler de vie publique. C'est différent de quand je viens pour leur demander de laisser certaines femmes aller faire de la politique. Alors là, c'est la catastrophe. C'est partout pareil, non? donc, en fait, je vois, c'est toujours cette dialectique, défi, opportunité. Et les femmes, dans tout ça, doivent jouer un rôle central, à condition qu'elles en prennent conscience assez rapidement et à condition que nos dirigeants aussi prennent les mesures institutionnelles, les lois, les réglementations nécessaires et les alternatives qui mettent en œuvre vraiment de véritables politiques énergétiques pour développer les énergies renouvelables. Et je crois qu'à partir de là, le continent va carrément changer. Et je crois que vous allez tous venir nous voir parce que là, on va avoir des tramways aussi, on va avoir des villes assainies. Non, mais on a le droit d'en rêver aussi. Moi, j'arrive au Maroc, je vois le tramway, je vois le train. C'est à 3000 km de chez moi. Mes enfants, ils sont complètement perdus dans la ville parce que ça n'a rien à voir avec ma ville. Et pourtant, potentiellement, on peut faire plus que ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Il faut en prendre conscience, il faut travailler pour que ça arrive. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce beau témoignage. Et puis, pendant votre intervention, nous avons eu la chance d'accueillir Marie-Hélène Aubert, qui est conseillère du président de la République française et qui prépare activement depuis des mois, presque des années maintenant, cette conférence pour le climat et qui, malgré la COP à quelques jours maintenant, s'est libérée pour venir quelques instants avec nous. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène Aubert, d'être là avec nous. David, peut-être on va vous écouter. On va peut-être à moins juste que Marie-Hélène, vous ayez une contrainte. Je propose parce que Zero Waste travaille en France, mais aussi dans le cadre d'un réseau international. On a parlé dans plusieurs plénières et encore aujourd'hui de la question des déchets, du plastique. Peut-être que vous pourriez nous dire un mot sur votre approche, sur l'accompagnement, le travail avec les communautés internationales. Et puis nous continuerons ensuite le tour pour retourner en France pour parler de la COP21. Ok, merci. Effectivement, donc Zero Waste France fait partie d'un réseau international qui œuvre dans plus de 80 pays. On a à peu près 800 organisations au niveau communautaire, enfin des organisations dans des collectivités locales qui mettent en place des projets, qui accompagnent les pouvoirs publics pour les aider à enclencher la transition vers des démarches zéro déchet, zéro gaspillage. Et en général, c'est vrai que ça commence par souvent des mamans qui se rendent compte qu'il y a des projets d'installation de traitement de déchets ou qu'il y a un problème sanitaire lié à la non-gestion des déchets et qui commencent à réagir et qui deviennent force de proposition. Donc je ne serais pas catégorique en disant qu'il y a plus de femmes dans ce combat, bien que chez Zero Waste France, on soit sur 13
12 femmes. Mais je pense qu'elles sont là, hein, monsieur, les femmes, elles sont dans les ONG en fait. Elles sont peut-être pas dans les startups de la clean tech, mais elles sont, en tout cas, je peux vous le dire, dans les ONG qui travaillent sur la question des déchets, elles sont omniprésentes, voire très seules. Donc voilà. Mais donc dans notre réseau, il y a toutes ces dynamiques-là qui vont passer aussi par le développement d'activités économiques autour de la réduction des déchets, le réemploi. Il y a beaucoup de récupération de matériaux pour faire de l'artisanat local, faire des paniers, faire des objets divers et variés. Il y a quelque temps, il y a eu une foire Zero Waste aux Philippines avec beaucoup d'entrepreneuses qui vendaient des produits faits à partir de ce que nous, on aurait pu considérer être un déchet. Mais voilà, de l'artisanat avec beaucoup de créativité derrière tout ça. Donc il y a une vraie prise de conscience dans tous ces pays-là, y compris en Europe, et les femmes sont très très actrices de ce changement-là. On assiste aussi à un phénomène alors qui est plutôt international et qui pour l'instant ne concerne que les femmes, de femmes qui commencent à vivre elles-mêmes zéro déchet. Alors vous avez peut-être vu des articles passés sur Bea Johnson, mais il y en a beaucoup d'autres, des femmes qui, dans leur quotidien, embarquent toute leur famille dans une démarche zéro déchet, en essayant de trouver un petit peu tous les trucs et astuces pour remplacer les produits du quotidien, garder un niveau de confort similaire, mais être aussi dans le minimalisme. Et entraîner toute la famille dans cette question de sobriété, en montrant par l'exemple que c'est des choses qui sont possibles et en expérimentant et en partageant ces expériences aux autres sur les réseaux sociaux principalement. Ce sont des choses que vous présenterez dans le cadre de la COP21, peut-être, au Bourget ? Oui, tout à fait. Alors nous, le travail qu'on mène cette année et depuis l'année dernière, c'est vraiment de faire le lien entre déchets et climat, entre impact climatique de la gestion des déchets, mais aussi sur l'opportunité de réduction des émissions de gaz à effet de serre que représentent les stratégies Zero Waste. Il y a aussi la dimension de justice climatique qui est très importante pour nous, puisque comme j'ai dit, notre réseau se situe dans beaucoup de pays. On a beaucoup d'acteurs, donc femmes, hommes, qui sont des acteurs actifs du changement climatique par la récupération des matériaux, par le compostage, par tous ces axes-là qui permettent d'avoir une influence directe ou indirecte sur la réduction des déchets. Et donc de fait sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on a en termes climatiques un impact au moment de la gestion des déchets elles-mêmes, donc émissions de méthane en décharge, émissions de CO2 en incinération, mais on a aussi par la prévention des déchets, par le fait de ne pas produire de déchets, par le fait d'allonger la durée de vie des produits, par le fait d'éco-concevoir et donc d'utiliser moins de matière pour le même usage, on a un véritable levier puisque moins de matière extraite de la nature, c'est moins de mines, c'est moins de transport, c'est moins de transformation et donc c'est nécessairement moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, ce n'est pas visible sur, on va dire, le bilan climatique de la gestion des déchets puisque quand vous ne produisez pas, ce sera visible sur le secteur de l'industrie. Quand vous ne transportez pas, ce sera visible sur le secteur du transport. Mais ça ne sera pas visible sur le secteur des déchets, alors même que ce qui a présidé à ce changement, à cette évolution, c'est peut-être les actions qu'on a mises en place pour sensibiliser les gens à une autre consommation et à une réduction des déchets. Merci pour ce témoignage. Donc on vous retrouvera au Bourget dans le cadre de la galerie et puis des différentes expositions des ONG. Madame Aubert, vous avez parcouru le monde ces derniers mois pour porter la bonne parole et œuvrer pour que cette COP21 soit un succès. Alors peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots, pour ne pas dévoiler les négociations, mais en tout cas tout ce qui se prépare et ce que portera la France en matière de message peut-être. Merci. D'abord, merci d'avoir organisé cet après-midi ce débat sur ce thème femmes et climat. Qui est en fait essentiel, hein, même si l'affluence dans la salle ne le montre pas. Mais je ne vais pas faire comme les curés qui engueulent leurs ouailles. Mais donc merci d'être là. Et c'est un sujet crucial en fait, parce que si on veut qu'un accord sur le climat, et on travaille très dur pour l'obtenir, à Paris, le Bourget,
en décembre. Mais si on veut que cet accord, quelle que soit son ambition, quels que soient ses mots, quelle que soit la façon dont il a été négocié, si on veut qu'il soit appliqué, il passera par l'action des femmes. Ça, c'est une réalité partout dans le monde, je dirais. On parle du quotidien, on parle de l'alimentation, de l'habitat, de la façon de gérer les ressources. Et c'est sur tous les continents, les femmes qui sont au plus près des réalités de terrain. Alors je ne vais pas me lancer dans un grand débat pour savoir si cette réalité est due à leur nature profonde ou au rôle que les sociétés leur assignent. Bon, je sais que ça peut déclencher des débats absolument passionnés et interminables, mais le fait est qu'elles sont au contact de ces réalités-là de façon très réaliste, de façon très quotidienne, et dans des situations de par le monde qui sont extrêmement différentes, que ce soit en pleine ville, que ce soit en milieu rural, qu'on soit dans des périphéries, voire des habitats précaires, comme on dit par euphémisme, des bidonvilles ou autres, mais elles sont très présentes et sur les réalités les plus concrètes. Par ailleurs, elles sont aussi parmi les pauvres, les plus pauvres. Elles constituent une part la plus importante aussi des populations les plus démunies. Donc, il y a deux enjeux en fait. Il y a l'action des femmes elles-mêmes sur le terrain qui est absolument indispensable si on veut appliquer ces accords qu'on essaie de monter au niveau international et qui sont absolument indispensables sur un enjeu comme le climat qui est par définition universel. Donc il faut que tous les pays s'y mettent. Donc, et pour que cet accord soit appliqué, il faut que l'action des femmes soit actionnée, soit permise, soit développée. Et puis, il y a l'enjeu aussi de l'égalité des hommes et des femmes dans les différentes sociétés où ils vivent. Et ces questions ne sont pas déconnectées. Si on veut aussi que l'action des femmes puisse se développer et réussir, eh bien, il faut aussi qu'elles aient plus de liberté, plus de droits, plus d'éducation. Ces deux mouvements-là sont menés de front, en fait, dans le cadre d'un objectif plus global de ce qu'on appelle le développement durable. On vient d'adopter au niveau des Nations Unies ces fameux objectifs de développement durable, dont d'ailleurs font partie les objectifs d'égalité entre les hommes et les femmes, d'éducation des filles, etc. Donc ce sont des questions majeures et qui sont liées. Alors, la COP21, où en sommes-nous ? Si vous suivez, alors nous on est tellement dans le bouillon que j'ai l'impression que tout le monde regarde ça tous les matins, de savoir où on en est, d'accord. Donc en quelques mots, donc on est à moins de 50 jours du début de la COP21, le 30 novembre, donc sur le site du Bourget, en Seine-Saint-Denis, sur la négociation proprement dite. Donc on a maintenant une base d'accord qui fait une vingtaine de pages que les coprésidents du groupe de travail qui est chargé de définir ce texte, ces deux coprésidents, l'un est algérien, l'autre est américain, ont rempli le mandat qui était le leur, c'est-à-dire de produire un texte plus court, où on ait les différentes options et les grandes parties de l'accord, c'est-à-dire celles qui concernent l'ambition de l'accord, puisqu'on doit rester en dessous d'une augmentation de la température du globe de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. La question des contributions nationales, chaque pays a été invité, je dis bien invité parce que ce n'était pas une démarche obligatoire, a été invité à déposer un plan d'action, ce qu'on appelle une contribution nationale, en matière de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. 148 pays l'ont fait sur 195. C'est un résultat, je dirais, assez inespéré pour une démarche qui était basée sur le volontariat. Alors bien sûr, ces contributions sont en cours d'évaluation. On se doute qu'elles ne permettront sans doute pas, si elles sont appliquées à la lettre, de rester en dessous de 2 degrés, mais on parle de plutôt 2,7-3, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas assez, d'accord, on n'y est pas, mais c'est déjà une base particulièrement productive et positive et intéressante.
Donc là, les Nations Unies sont en train d'évaluer ces contributions. Elles vont rendre un rapport ce mois-ci sur le sujet. Et puis, bien sûr, beaucoup de think tanks, d'ONG, d'experts les épluchent avec passion pour voir ce qu'il y a dedans, si ça permet d'atteindre les objectifs ou pas, etc. Bon, il y a déjà beaucoup de débats là-dessus. Ensuite, ces contributions, il faudra les revoir à la hausse en termes d'ambition et d'application dans les années qui viennent. L'accord qui doit être scellé à la fin de l'année, il doit être mis en œuvre en 2020. C'est ça le mandat. Donc il y a encore un peu de temps. Et la question se pose aussi de l'action entre maintenant et 2020, ce qu'on appelle l'ambition pré-2020, que les pays les plus vulnérables, les plus impactés, évidemment, auxquels ils accordent beaucoup d'importance, puisque eux, c'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant qu'ils ont besoin de soutien, de financement, d'adaptation, et c'est pas à partir de 2020. Bon. Donc il nous faut combiner à la fois un objectif de long terme, qui est celui de la décarbonation des économies de société à terme, avec les besoins immédiats de l'ensemble des pays dans leur diversité, selon leurs capacités, selon leurs problématiques. Donc ce sera forcément un accord différencié en fonction des problématiques de chacun. Et puis les questions, les grands principes de la Convention climat, cette fameuse responsabilité commune mais différenciée, c'est-à-dire à la fois nous sommes tous garants, nous sommes tous responsables, mais en même temps les pays développés, les pays les plus industrialisés ont une responsabilité particulière qu'ils doivent remplir de solidarité, d'assumer aussi l'historique. Donc ça fait l'objet de débats parce que en 1994, quand la Convention climat a commencé, il y avait des pays dans des catégories différentes. Donc il y avait les pays développés d'un côté, tous les autres de l'autre. Et bien entendu, depuis 20 ans, le monde a changé. Donc certains pays ne sont plus des pays pauvres en développement, mais sont plutôt des pays émergents, d'autres très émergents, voire maintenant dans les catégories de pays développés. Donc la catégorisation des pays, maintenant, est sujette à débat. Et donc, ça fait partie de la négociation, ça aussi. Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le fameux groupe qu'on dit des 77, c'est-à-dire des pays en développement en général, qui a en son sein aussi la Chine, par exemple, est-ce qu'on peut comparer un pays comme la Chine et un pays comme le Mali ou des États insulaires? Voilà, les situations sont évidemment très diverses et très différentes. Et puis, donc, la question des financements. À Copenhague en 2009, les pays développés ont promis de mobiliser 100 milliards de dollars à partir de 2020 par an pour permettre aux pays en développement de s'adapter, de réduire les émissions, etc. On n'y est pas si mal, on n'est pas si loin, puisqu'il y a eu une grande réunion à Lima la semaine dernière des banques de développement, des ministres des Finances. Notre ministre Michel Sapin y a participé. Et là, on a eu plutôt des bonnes surprises. Les banques de développement ont annoncé 15 milliards de dollars de plus à partir de 2020 pour l'action climatique. Et l'OCDE a présenté un rapport sur l'état des lieux de ce que l'ensemble des pays membres de l'OCDE déjà dépensent, contribuent pour ce type d'action. Alors évidemment, vous imaginez qu'il y a des débats très importants sur les critères. Qu'est-ce qui rentre dans la dépense climatique, qu'est-ce qui n'y rentre pas? Qu'est-ce qui est de l'adaptation, qu'est-ce qui n'en est pas? Bon, voilà, donc les comptables ont de quoi s'occuper très largement. Mais entre les rapports de l'OCDE, l'annonce des banques mondiales, l'OCDE constate qu'il y a à peu près 64 milliards de dollars qui ont été mobilisés sur 2014, publics et privés, mais essentiellement publics d'ailleurs. Donc il y a un vrai problème de mobilisation aussi de la finance privée. Plus les 15 milliards des banques de développement, c'est pas encore ça. Il y a encore du travail pour voir comment tout ça va être mis en œuvre, comment les pays qui en ont besoin vont pouvoir accéder à ces fonds. Bon, il y a plein de questions à régler. Mais disons que c'est un signal positif.
Autre signal positif, les États-Unis et la Chine, qui sont les deux premiers grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, ont de plus en plus un partenariat sur le sujet, ont signé des accords, s'engagent, et aussi bien le président Obama que le président Xi Jinping montrent une volonté réelle d'avancer vers une solution globale au réchauffement climatique. Donc là aussi, on peut discuter sur les contradictions, mais il y a quand même une volonté politique énorme, et il y a aussi des choses qui se font sur le plan technologique, aussi bien aux États-Unis ou en Chine. Et même si aux États-Unis, il y a un congrès qui est très, très réticent, très réfractaire, même si en Chine, qui est un immense pays aussi, les choses ne sont pas si simples, eh bien, il y a quand même une volonté, un objectif commun. Donc il y a beaucoup de signaux qui passent plutôt au vert, si je peux me permettre, et même s'il y a encore un chemin important à parcourir. Donc voilà où nous en sommes. À côté de cela, à côté de la négociation, mais de plus en plus intégré à la négociation, il y a ce qu'on appelle l'agenda des solutions. C'est-à-dire tout ce que les acteurs économiques, les acteurs sociaux, de la société civile, les collectivités locales, les entreprises, les ONG, les artistes, les femmes, les jeunes, enfin bref, toutes les catégories de la population, tout ce que ceux-là peuvent déjà mettre en œuvre et proposer, pas seulement de l'innovation technologique pure et dure, mais dans tous les domaines, pour traiter cette question et répondre à l'immense défi climatique. Ce matin, le président de la République a reçu le nouveau président du GIEC, qui est un scientifique de Corée du Sud, accompagné aussi de Valérie Masson-Delmotte, qui est une grande scientifique du climat française, une femme. Et c'est la première scientifique française à un poste aussi important au GIEC. Et d'ailleurs, à l'occasion de la récente élection du GIEC, il y a c'est pas la parité, hein, mais il y a une proportion de femmes quand même nettement plus importante. Et donc le président de la République aussi a tenu à souligner l'émergence des femmes aussi scientifiques et la nécessité que ces domaines de l'ingénieur, de la science, des sciences dures, comme on dit, soient de plus en plus accessibles aux femmes. Et c'est le cas avec Valérie ce matin. Alors qu'est-ce qu'il nous disait, et ça m'a frappé, le nouveau président du GIEC? Il nous a dit, parce que c'est un monsieur très calme, très posé, bon. Et il nous a dit, et il l'a répété plusieurs fois, il a dit, vous savez, entre un monde au climat stabilisé et un monde business as usual, il y a un écart énorme. Et il a bien tenu à expliquer qu'on n'était pas dans une situation où il fallait changer 2-3 choses, petite évolution, oui, on va trier un peu plus ses déchets, oui, on va réduire un petit peu les gaspillages, et puis rouler en voiture électrique, et puis faire 2-3 choses, et puis hop, on a résolu le problème. Pas du tout. On est vraiment dans une évolution majeure, dans une transformation en profondeur de nos modèles de développement et de société, par rapport à l'enjeu climatique, mais aussi globalement par rapport aux enjeux du développement durable. Et il y est revenu plusieurs fois pour bien signifier que ce qui est attendu des États, des gouvernements, des décideurs, qu'ils soient politiques, économiques, que ce soit des élus locaux, nationaux, que tous ceux qui sont en situation de décider quelque chose, que ces décisions d'importance et qui ne correspondent pas à des petites évolutions à la marge, mais bien à une mutation en profondeur. Et cet agenda des solutions, c'est ça aussi qu'il doit montrer d'ici la COP21, pendant la COP21. Et World Efficiency en est un exemple. Enfin, on en a discuté déjà ensemble depuis des mois. Comment les entreprises, les startups, les innovants, tous ceux qui créent les modèles de demain et qui ont besoin de soutien, d'échanges, de contacts sur tous les continents, comment ils peuvent se rencontrer, développer leurs activités. Et la COP21, c'est aussi un catalyseur, un booster pour tout ça. C'est ça qu'il nous faut réussir. Il faut aussi rendre cette dynamique de mutation irréversible sur tous les continents. Et pas seulement sur le plan technologique, économique et financier, mais aussi sur le plan culturel, sur le plan des comportements, de la façon de vivre ensemble, d'habiter un territoire, de mener un certain nombre d'activités. Et pour ça, eh bien, il faut d'abord de l'information, de l'éducation, de l'échange.
Et ce que nous avons demandé aussi aux scientifiques du GIEC ce matin, c'est de multiplier les efforts pour rendre l'information plus compréhensible, plus accessible, qu'on ait des données aussi plus régionales et plus locales. Et le GIEC fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, et nos scientifiques aussi en France, maintenant, développent des informations, des cartographies qui soient accessibles aux habitants eux-mêmes, qu'ils comprennent ce qu'il se passe, où ils sont, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, et comment ils peuvent y faire face. Et pas seulement dans le mode répondre à une menace qui est réelle, un risque, mais comment ils peuvent participer aussi à la mise en œuvre, là où ils sont, là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils habitent, à la mise en œuvre d'un autre modèle de vie qui va leur apporter aussi plus de bien-être, des activités nouvelles et une autre façon de vivre et d'habiter leur territoire. Donc c'est un challenge extrêmement enthousiasmant. La COP21 dure 15 jours, hein, c'est du 30 novembre au 11 décembre. Donc c'est une conférence internationale telle que la France n'en a jamais accueillie. Donc ça signifie 15 000 délégués de 196 partis à peu près, 40 000 participants en tout, un foisonnement d'événements partout dans Paris, en Île-de-France et dans toute la France, et partout dans le monde d'ailleurs. Il n'y a pas que en France, heureusement, qu'il va se passer quelque chose. C'est des centaines de side events sur le site de la COP21, à côté, sur le site des acteurs de la société civile qui s'appelle Génération Climat. Ce grand site Génération Climat jouxte la zone officielle, donc on n'aura pas à traverser toute la ville, comme c'est le cas souvent, pour s'y rendre. Donc il pourra y avoir des allées et venues entre les zones officielles et la zone Société civile Génération Climat. Il y aura aussi, près du musée de l'air et de l'espace, la galerie, alors je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, la galerie des solutions innovantes, mais qui va permettre aussi à tous les innovants de présenter leurs solutions plus professionnelles, plus techniques. Et puis partout, dans tous les lieux les plus connus et les plus accessibles de Paris, beaucoup d'activités. Les femmes seront évidemment très présentes dans tous les aspects, dans toutes les dimensions, et les femmes du Sud aussi, j'espère bien. Je reviens justement, Maud, tu disais que je parcours le monde. Alors je ne parcours pas tant que ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici pour préparer la COP21, mais je reviens d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est très, très impliquée, et j'ai rencontré une ministre femme, une ministre de l'énergie, et très énergique, sud-africaine, et j'ai pu voir aussi à quel point c'était pour la grande conférence mondiale sur les énergies renouvelables qui se tenait pour la première fois sur le continent africain. Et donc il y avait à la fois une immense fierté d'accueillir cette conférence, énormément là aussi d'initiatives pour développer les renouvelables en Afrique qui ont un potentiel absolument gigantesque, et aussi pour permettre justement très concrètement, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, effectivement des fours, enfin du cooking et tout ça, de la cuisine, de l'habitat, dans tous les registres de la vie quotidienne, de faire en sorte aussi que les femmes soient en première ligne, intégrées à tous les niveaux, non seulement de la négociation, elles sont très présentes. Notre ambassadrice pour le climat, c'est une femme, Laurence Tubiana. Nous avons une ministre, Ségolène Royal, moi-même. Enfin, il y a beaucoup de femmes très mobilisées sur l'enjeu climatique. Donc voilà, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Merci aussi à vous toutes et à vous tous. Et vos témoignages nous rendent aussi à la fois plus combatifs et nous donnent espoir. Et je pense que c'est la cause des femmes et le défi climatique ont partie liée, clairement, et il faut le montrer, et il ne faut pas rater une occasion, c'est ce que je fais cet après-midi, de le montrer. Merci beaucoup Marie-Hélène. Toutes ces idées m'ont fait jaillir beaucoup de réflexions, mais on va peut-être laisser parler un tout petit peu la salle. S'il y a quelques remarques venues de la salle, on a un panel d'intervenantes prestigieux. Nous avons aussi des représentantes et des représentants du Sud dans la salle, peut-être, de Côte d'Ivoire, du Congo, pour compléter les témoignages de Madame la sénatrice et de Madame la présidente à la tribune. Merci. Moi, je suis Gisèle Doua, je suis de l'Agence nationale de l'environnement de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi, ma contribution, c'est au niveau de l'éducation de la femme.
Et à ce niveau, nous voyons deux aspects sur lesquels nous travaillons en Côte d'Ivoire. L'éducation au niveau de la petite fille. Parce que comme vous le savez certainement, au niveau Afrique, les petits garçons sont beaucoup plus favorisés que la petite fille. Voilà, donc on préfère scolariser le petit garçon et la petite, elle reste à la maison pour aider maman à faire la cuisine. Voilà, donc on voudrait, dans notre action, changer cette donne-là. Donc, encourager beaucoup plus l'éducation de la petite fille. Donc, à ce niveau, le gouvernement ivoirien est vraiment très engagé. Et là, cette année, toutes les petites filles, ça fait partie de nos lois, sont obligées d'aller à l'école. Et là, c'est très important parce que la formation à la base est très importante. C'est vrai qu'on peut prendre des décisions, mettre en place des programmes, mais si au niveau de la base, l'éducation n'est pas vraiment bien établie, ce sera difficile au niveau de l'application. Donc, la formation de la petite fille. Et ensuite, l'autre activité, c'est l'alphabétisation de la femme. C'est-à-dire que celles qui n'ont pas eu l'occasion, toute petite, de pouvoir aller à l'école, on le rattrape à travers des programmes d'alphabétisation. Et donc, quand ces programmes-là sont mis en œuvre, on peut donc renforcer les capacités de ces femmes-là au niveau de plusieurs thématiques qui concernent donc la contribution de la femme au niveau de la protection de l'environnement. Donc, c'est deux actions que nous menons sur le terrain au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà ma contribution. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres contributions ou questions? Merci. Je suis Alain Gamassa, président de l'Association pour la protection de l'environnement du Golfe de Guinée. Alors, ma question s'adresse à Madame Diallo Dramé. Je voulais savoir quelles sont les actions que vous mettez en place pour amener les femmes à changer de comportement, parce que vous avez beaucoup parlé qu'elles vous traitaient d'avoir une mentalité un peu différente de la leur, et que vous avez mis également l'accent sur le fait que les femmes sont pas lettrées en majorité. Mais que faites-vous pour amener les femmes à changer de comportement? Et est-ce que vous disposez également d'un plan de communication dans les actions que vous menez? Merci. Donc, comme je l'ai dit, concrètement, nous avons une dimension, en fait, plaidoyer et sensibilisation. C'est-à-dire plaidoyer, ça, c'est au niveau des autorités même. Parce que c'est vraiment général qu'il n'y a pas cette prise de conscience-là, qu'il faut changer de comportement. Donc, nous faisons le plaidoyer pour expliquer ce qui se passe avec le changement climatique et les femmes au niveau des autorités à travers des publications que nous faisons dans les journaux où nous essayons d'interpeller les autorités par rapport à ça. Et par rapport aux femmes, ce que nous faisons, c'est des discussions, en fait. Au niveau de la ville, on le fait par quartier. Parfois, on se déplace, parfois, on fait venir les femmes à notre siège. Ou alors, on se déplace dans les milieux en commune rurale. Et là, au niveau rural, on parle avec les femmes et les hommes. C'est un peu différent parce que c'est vrai qu'en ville, les hommes sont quand même un peu, on va dire, ils sont moins impliqués, en fait, dans la gestion de l'habitat, de la nourriture, de la maison et tout. C'est un peu différent au niveau rural. Donc, pour l'instant, nous sommes vraiment on parle plus. On a un projet qui est en cours, on cherche des financements pour aller faire des pompages avec de l'énergie solaire dans plusieurs villages. Et ça, c'est une action qu'on va démultiplier. Parce que comme je l'ai dit, au niveau rural, ce qui est vraiment crucial, c'est de faire en sorte que les femmes puissent avoir accès à de l'eau et à de l'eau potable à proximité. Parce que là, dans certaines zones, c'est vraiment très, très difficile d'avoir de l'eau. Et donc, ce qu'on leur explique, c'est que comment, comme elle vient de le dire, produire moins de déchets. Et comment essayer de les trier, même s'il y en a beaucoup de mal à leur faire comprendre ça. Et comment, même la manière de jeter les ordures. Vous allez vous trouver, c'est tellement commun, vous voyez une femme qui est en train de préparer des brochettes ou de faire une friture qu'elle vend. Et elle est juste là. Et là, on a un caniveau qui est complètement rempli. Et c'est une femme. Elle ne doit pas... Vous voyez le problème de santé, de salubrité dans lequel il y a une femme qui est carrément assise. Donc, en même temps qu'on est des victimes,
C'est ce qu'on leur explique. Mais en même temps, dans le quotidien, nous sommes aussi les premières actrices de la pollution à travers les déchets. Donc vraiment, mais comme je l'ai dit, et encore ces déchets, une fois qu'ils sont ramassés, il y a des dépôts de transit en pleine ville. Il n'y a pas de transformation. Et là, ça échappe aux femmes. C'est vraiment, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau institutionnel où le travail n'est pas fait. Il y a le niveau des populations, le niveau des femmes, le travail n'est pas fait. Donc nous, on essaye vraiment de naviguer entre tout ça. On publie des articles, on parle avec les femmes, on parle avec les filles, comment il faut changer les comportements d'une manière urgente. Parce que comme elle l'a dit, c'est vraiment, on essaye de faire une alerte générale. Parce qu'il n'y a pas, le réflexe n'est pas là. La dame, elle va rester là, faire son truc, salir et tout, gagner son argent, rentrer chez elle, ou alors... en fait, ce qu'on a constaté, dans notre manière de vivre, le déchet, dès lors qu'on l'a balayé hors de la maison et qu'on l'a jeté dehors, c'est comme si on a réglé la question. On se sent en fait à l'abri, on se sent... alors que non. Et c'est pour ça qu'il y a le paludisme, les moustiques et tout ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur explique ça dans un langage très simple. Parfois, on est accompagné par des médecins qui viennent expliquer le lien et tout ça. Et les moustiquaires et tout, machin. Que tout ça, on pourrait s'en passer si tout simplement l'environnement était plus propre. Donc voilà, ce sont les actions que nous menons. Merci. Madame la sénatrice, peut-être un mot également ? Oui, il faut dire que la situation est la même, surtout au niveau des ménages. Donc, cette histoire de déchets qui sont entreposés aux environs de la maison, créant ainsi donc l'appel des maladies liées aux moustiques, comme le paludisme, comme elle vient de le dire, et les vecteurs. Madame Aubert. Oui, je voulais dire que même quand on dispose de systèmes très sophistiqués de ramassage des ordures, la question se pose aussi. C'est-à-dire que parfois c'est le coup de balai qui fait disparaître le déchet, mais la benne à ordures aussi. C'est-à-dire que on met dans les bennes et après on oublie. Donc, et quand il y a une grève des éboueurs et des systèmes, alors là, on découvre tout d'un coup qu'on rejette en fait chaque jour des montagnes de déchets. Donc c'est vrai qu'on fait des progrès pour le tri, mais le problème de fond, il n'est pas vraiment résolu. C'est-à-dire qu'on est quand même toujours dans une société, du moins la nôtre, la société de consommation, qui gaspille énormément. Enfin, beaucoup d'emballages, beaucoup de déchets. Gaspillage de nourriture aussi, on jette des quantités énormes de nourriture. On essaye d'y remédier. Même dans le projet de loi, dans la loi, il y a des éléments là-dessus. Mais effectivement, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, fait disparaître dans l'esprit le problème est quelque chose de problématique, justement. C'est-à-dire que c'est vraiment... il faut arriver à faire prendre conscience, à informer, à responsabiliser, et que ce ne soit pas non plus perçu forcément comme une corvée, c'est-à-dire comme une obligation. Ça peut être aussi générateur d'activité, ça peut être quelque chose qui crée une façon nouvelle d'utiliser ce qu'on a. Mais vous parliez aussi de l'accès à l'eau. Il est clair que l'impact du réchauffement climatique aggrave considérablement la situation. C'est-à-dire qu'il faut aller de plus en plus loin, parfois, pour trouver de l'eau, et de l'eau propre, a fortiori, et donc avec des populations qui, à un moment donné, n'ont plus d'autre choix que d'aller vers la ville ou vers d'autres contrées, avec tous les questions que ça peut, et les problèmes que ça peut engendrer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le problème, cette question de prise de conscience, de responsabilisation, il se pose partout, y compris aussi dans nos sociétés dont on a l'impression qu'elles ont résolu cette question, mais pas vraiment. Merci. Delphine Lévy, peut-être, vous avez l'exemple français oui, en tête. Faut savoir quand même,
En France, trier, c'est un des principaux gestes de citoyenneté pour les gens. C'est-à-dire que quand on leur demande c'est quoi votre geste de citoyenneté, le premier, ça va être d'aller voter, et le deuxième, ça va être de trier ses déchets. Donc il y a quand même une prise de conscience qui a évolué par rapport à ça. Les études révèlent que ce sont les femmes les meilleures trieuses. Et qu'elles motivent. Elles sont meilleures en plein de choses. Hein. Voilà, tout à fait. Et qu'elles motivent effectivement tout le ménage. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sociologique dans le déchet. Enfin, de tout temps, ça a été quelque chose qu'on souhaite cacher. Et nos systèmes à nous de ramassage de déchets quasiment quotidiens dans les grandes villes, qui font qu'on peut descendre sa poubelle tous les jours, ou presque, et qu'elle sera ramassée tous les jours, ou presque, et qu'on peut produire 100 litres de déchets par jour, on s'en rendra pas compte. Et je pense que ces grèves d'éboueurs, elles ont du bon quelque part, puisqu'on se rend compte de ce qu'on produit quelque part. C'est vrai que d'avoir sans arrêt évacué les déchets aux portes des villes, les gens ne se rendent plus compte. Et c'est vrai que le travail qu'on a fait, notamment sur la loi de transition énergétique, avec le tri à la source, et notamment le tri à la source des biodéchets, donc les déchets de cuisine, de faire en sorte que les déchets de cuisine soient prochainement triés et collectés séparément, est aussi une avancée pour se rendre compte de ce gaspillage alimentaire, justement. Puisque quand vous devez isoler ces déchets de cuisine et que vous réalisez qu'au final, ce que vous jetez, c'est de la nourriture qui aurait pu être consommée si vous aviez mieux géré les stocks ou si vous n'aviez pas eu les yeux plus gros que le ventre au moment de faire la cuisine, vous allez pouvoir agir et être acteur de la réduction. Et il faut savoir qu'une tonne de nourriture non gaspillée, c'est plusieurs tonnes de CO2 évitées. Parce que derrière, il y a toute la filière agriculture, transformation, transport, stockage, le réfrigérateur et j'en passe et des meilleurs, qui n'aura pas lieu en fait. Les émissions de gaz à effet de serre n'auront pas lieu dans ce secteur-là. Donc il y a vraiment une connexion entre nos pratiques en matière de gestion des déchets et notre impact climatique. Mais il y a aussi la réelle nécessité de se rendre compte de ce qu'on produit. Et par exemple, dans les collectivités qui ont mis en place des démarches zero waste très poussées en Europe, et ce n'est pas forcément au nord qu'elles sont, hein, elles sont surtout en Italie et en Espagne. Donc il n'y a pas de critères culturels, on va dire, à la réussite de ces démarches-là. Elles collectent les ordures ménagères dans des sacs transparents pour qu'on expose en fait le déchet, pour qu'on se rende compte de ce qu'on produit. Et qu'on puisse en être réellement acteur. Et les poubelles sont colorées et on les expose, etc. Puisqu'on change de paradigme en se disant que en les visualisant, on pourra réduire les gaspillages. En les valorisant, on pourra valoriser la matière, préserver la matière et éviter de devoir réextraire à nouveau, reproduire à nouveau, retransformer avec tous les impacts en termes d'eau également, puisque l'extraction minière, c'est des gaspillages d'eau monumentaux, des pollutions d'eau, mais aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Puis toutes les questions de justice aussi, puisque tout ce qui est minerai, c'est souvent dans des zones de conflit. Voilà. Donc il y a de nombreuses problématiques liées à tout ça. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Il y a le jeune homme là-bas qui a un micro. Nos intervenantes... Je sens qu'il y a une envie de débattre. Mais... Non? Non, eh ben, écoutez, il nous reste à remercier chaleureusement et Madame la conseillère et nos intervenantes qui, pour les unes et les autres, ont fait le voyage... du Congo, du Mali et puis Zero Waste pour avoir participé à cette plénière. On vous donne évidemment tous rendez-vous à la COP 21, que ce soit sur le village des ONG, Génération 21 ou la Galerie des Solutions. Vous organiserez aussi vous également des débats? Oui, j'ai trouvé le débat très intéressant et je pense qu'il faudrait d'ailleurs qu'on fasse nous-mêmes un peu d'empowerment pour peut-être générer plus de femmes qui poussent de l'innovation, peut-être de l'innovation moins ingénieure comme c'est aujourd'hui, et l'innovation plus orientée vers l'usage final. J'ai beaucoup retenu ce que vous disiez sur les besoins thermiques plus que d'électricité. Peut-être qu'aujourd'hui on se focalise trop sur l'électricité et qu'on devrait inciter plus à faire d'innovation centrée sur certains besoins finaux comme le besoin thermique. Je pense qu'il y aurait peut-être une action d'empowerment ou lancer un petit fonds d'investissement qui serait dédié aux femmes entrepreneuses, des choses comme ça, qui pourraient peut-être effectivement... faire évoluer aussi les choses dans le domaine, parce que peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un peu capté par les hommes et toujours notre vision un peu ingénieure, technicienne, n'est pas forcément assez sur les besoins finaux des personnes qui émettent la moitié des gaz à effet de serre dans le monde. Hein ?
Je venais à vous rappeler cette responsabilité que vous portez. Mais on a au moins convaincu durant ce débat David Dornbusch, Oui, c'est déjà très bien. Merci à tous, on peut applaudir nos intervenantes.